matinale. Et dans le grand entretien avec Benjamin Duhamel, nous recevons ce matin le patron des députés Ensemble pour la République et secrétaire général de Renaissance. Vos questions et réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application Radio France. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter à la veille d'un vote crucial. L'Assemblée nationale va-t-elle ou non adopter le budget de la sécurité sociale ? La France va-t-elle replonger dans la crise politique ? On va aussi parler laïcité à l'occasion des 120 ans de la loi de 1905, de vos alliés LR, de plus en plus tentés par l'union des droites, et puis de vous, de vos ambitions pour 2027. Mais d'abord, Gabriel Attal, le vote du budget demain de la sécurité sociale, très incertain, ça pourrait se jouer à quelques voix près. Est-ce que vous êtes optimiste quant à cette adoption ou pas ? En tout cas, avec les députés de mon groupe, on fait tout depuis le début de l'examen de ce budget pour qu'il puisse aller à son terme et qu'on puisse adopter un budget. Et on le fait avec lucidité. D'abord, il faut un budget pour notre pays. Ensuite, on est conscient que c'est un budget d'attente, un budget temporaire. Il n'y a pas de grands choix politiques qui sont faits à l'occasion de ce budget. Et puis enfin, tout ce qu'on vit depuis plusieurs mois à l'occasion de cet examen budgétaire est finalement le symptôme d'un système qui est à bout de souffle. Que ce soit notre système politique institutionnel ou notre modèle social, on voit bien qu'il y aura besoin d'une profonde refondation puisqu'on arrive au bout d'un modèle. Vous dites un modèle à bout de souffle. Et pourtant, vous êtes parmi les derniers qui continuaient de soutenir le gouvernement ce budget. Là où, quand on regarde dans le détail, Édouard Philippe et ses députés Horizon disent on peut pas voter le budget. Hier encore, le patron des Républicains, Bruno Retailleau, qui dit ce budget est un hold-up et il appelle les députés républicains à ne pas le voter. Quand on voit tout cela, on ne voit pas comment ça pourrait passer. Parce que moi, je ne vois pas les alternatives qui sont proposées par ceux qui souhaitent renverser ce budget ou faire en sorte que ce budget ne soit pas adopté. Qu'est-ce qu'ils proposent à la place ? On a besoin d'un budget. On a besoin d'un budget parce que d'abord, il faut qu'on puisse mettre ça derrière nous et qu'on puisse commencer à parler d'autres choses. Moi, je me mets à la place des Français, j'échange avec eux. Ça fait depuis juillet qu'ils entendent parler matin, midi et soir du budget. Il y a urgence à avoir un budget, mais il y a d'autres urgences à traiter dans la vie des Français. Gabriel Attal, même si ce budget n'est pas bon, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre d'orientations de ce budget, sur la suspension de la réforme des retraites, sur un certain nombre d'augmentations d'impôts, mais vous dites on n'est pas d'accord, mais on y va quand même. On dit d'abord qu'on s'est battu et qu'on a travaillé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans l'hémicycle pour défendre nos positions, parfois avec succès. Je vous donne deux exemples. Le gouvernement, dans le budget, proposait de taxer les tickets restaurants pour les salariés, les Français qui ont des tickets restaurants. On a réussi à empêcher que cette mesure soit mise en place. Je vous donne un deuxième exemple. Le gouvernement souhaitait baisser le salaire des apprentis, des jeunes qui sont en apprentissage, en augmentant les charges salariales sur l'apprentissage. On a réussi à faire supprimer cette mesure. Il y a d'autres mesures qu'on n'a pas réussi à faire supprimer parce que le compromis nécessite que d'autres groupes qui sont aujourd'hui dans l'opposition aient pu défendre un certain nombre de mesures qui leur tiennent à cœur. Donc évidemment que ce budget n'est pas parfait, mais je crois qu'un budget parfait en pareille circonstance ne peut pas exister. C'est ça que vous leur dites à vos alliés ce matin, à Édouard Philippe, à Bruno Retailleau, vous pensez que ça va être suffisant ? Moi, je fais pas la leçon aux autres. Moi, je travaille avec mon groupe. On est 91 députés Ensemble pour la République Renaissance à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je dis seulement, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre à la place d'un budget voté ? Comment est-ce qu'ils voient la suite des événements, les prochains mois ? Est-ce qu'il faut qu'on reste à discuter d'un budget pendant des mois et des mois, si ce n'est jusqu'en 2027 ? Ou est-ce qu'on peut, à un moment, mettre ça derrière nous en étant lucide sur le fait que, encore une fois, c'est pas un budget qui fait des choix politiques majeurs, qui règle vraiment les problèmes, qu'il faudra probablement y revenir après 2027, mais en tout cas qu'on puisse se consacrer à autre chose. Mais juste, Gabriel Attal, vous avez l'un de vos principaux alliés, Édouard Philippe, qui a pris cette position contre le budget. Vous aviez eu ces mots il y a quelques semaines en disant « je ne comprends plus les décisions du président de la République ». Est-ce que vous comprenez celle d'Édouard Philippe ? En tout cas, je ne partage pas la position consistant à dire qu'il faut que ce budget ne soit pas adopté. Voilà. Pour les raisons que je viens de vous évoquer, je ne suis pas là à vous dire que ce budget est parfait. Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Précisément parce qu'il est le fruit d'une forme de compromis. Et encore une fois, je ne parlerai même pas d'un
compromis comme on le souhaiterait. Vous savez que moi, j'avais proposé une autre méthode. J'avais proposé qu'on fasse ce que font la plupart des grandes démocraties parlementaires européennes, c'est-à-dire se mettre autour de la table avec les différentes forces politiques après les élections et se mettre d'accord sur un socle de programmes, sur des grandes mesures, et ensuite de les faire appliquer ensemble. C'est une autre méthode qui a été choisie, ce que je n'ai pas compris, pour reprendre les termes que j'avais employés. Maintenant, moi, mon seul objectif, c'est comment est-ce qu'on débloque cette situation. Voilà. Encore une fois, nous, en tant que groupe politique, on a d'autres priorités. On a des textes qu'on souhaite porter et qu'on portera d'ailleurs à partir du mois de janvier sur l'encadrement des réseaux sociaux pour les mineurs, sur la durée de rétention dans les centres de rétention administrative pour les clandestins, etc. On souhaite pouvoir avancer sur d'autres sujets. Et par ailleurs, les Français qui nous écoutent, ils ont plein de priorités sur la santé, sur l'éducation, sur la sécurité. Et je trouve que rester des mois et des mois, si ce n'est encore un an, sur la discussion budgétaire, nous permettra pas d'avancer. Donc vous n'en pouvez plus du budget, il ne répond pas à vos convictions manifestement profondes. En temps normal, vous ne l'auriez pas voté, vous n'auriez pas voté la suspension de la réforme des retraites, la hausse de la CSG, le renoncement à doubler les franchises médicales. Mais là vous dites on n'en peut plus. C'est un bon résumé, mais vous voyez par exemple, un autre exemple sur ce que vous évoquez sur la CSG. Il y avait une mesure au départ qui était proposée, qui augmentait la CSG sur tous les Français qui ont un plan épargne logement, un PEL ou une assurance vie. On a réussi à faire retirer ces mesures-là. Donc elle concernera... Pardon Gabriel Attal, mais la ligne de votre parti était de dire pas d'augmentation d'impôts. Il y a des augmentations d'impôts dans ce budget. Elle concernera les versements de dividendes. Mais encore une fois, je ne peux pas vous dire d'un côté, Benjamin Duhamel, je souhaite qu'on puisse parvenir à un compromis, notamment avec le Parti Socialiste, pour avoir un budget, et vous dire ce matin, je suis d'accord avec toutes les mesures qui sont dans ce budget. Ou alors ça voudrait dire qu'on n'accepte pas cette part d'effort du compromis. Et j'imagine que des socialistes, d'autres groupes politiques à ce micro vous diraient qu'il y a des mesures avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Juste avant de parler d'autres sujets, notamment des 120 ans de la loi de 1905, il se passe quoi si demain le budget est rejeté? Puisque là encore, peut-être certains de nos auditeurs qui effectivement en ont marre d'entendre parler du budget en permanence sont aussi inquiets à quelques jours des fêtes de se demander ce qui se passera, les conséquences concrètes si le budget est rejeté demain. Il se passe quoi? Est-ce que le Premier ministre doit démissionner? Est-ce qu'au contraire c'est seulement la procédure parlementaire qui continue? Il se passe ce qu'on appelle la navette parlementaire. En jargon un peu technique, ça veut dire que le texte du budget repart au Sénat. Donc c'est pas grave. Puis va revenir à l'Assemblée nationale. C'est pas ce que je dis. Moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui expliquaient que si on n'adoptait pas un budget, il y avait une pluie de sauterelles qui allait s'abattre sur la France. Non, mais ça veut dire qu'on va rester enferré dans ce débat budgétaire qui n'en finit plus et qui va durer encore l'année prochaine, un certain temps, jusqu'à ce que le Parlement parvienne à adopter un budget. Alors on a justement Marc à l'antenne qui est un auditeur qui nous a appelé au 01 45 24 7000. J'ai l'impression que vous en avez marre, vous aussi, Marc, du budget. Ah ben non seulement j'en ai marre, mais je pense que l'ensemble des Français sont, j'emploie un terme, exaspérés de voir que vous ne vous entendez pas. Alors, Monsieur Attal, vous allez nous dire, mon groupe, etc. C'est pas votre groupe qui est important, c'est l'ensemble du Parlement. C'est l'ensemble de l'Assemblée nationale. Vous savez la situation de la France actuellement? Vous savez la situation de l'Europe? On est aux abois, monsieur. On est aux abois. La situation, on a une dette colossale. Macron arrive de Chine, il n'a rien obtenu. Vous avez entendu les propos de Medvedev ce matin. Vous avez entendu les propos de Poutine et de Donald Trump. On est aux abois, monsieur. Entendez-vous? Alors, vous savez, Marc... Excusez-moi, mais je suis en colère. Oui, alors on entend votre... Mais je l'entends colère, parfaitement, et vous faites référence à la situation internationale. Depuis un an, je me suis rendu 3 fois en Ukraine, et je peux vous dire que ça vous invite à prendre du recul, effectivement, sur les sujets qui nous monopolisent aujourd'hui dans la vie politique française, quand on voit les grands bouleversements du monde. Mais précisément, Marc, vous dites ça à l'un des seuls responsables politiques qui vous annonce et qui vous dit que son groupe votera pour le budget précisément pour qu'on puisse parvenir à ce compromis et qu'on puisse avancer, passer à autre chose et traiter des sujets qui sont majeurs dans la vie quotidienne des Français ou pour les équilibres du monde. Gabriel Attal, demain nous célébrerons les 120 ans de la loi de 1905 qui, pour rappel, a instauré la séparation des églises et de l'État. C'était un autre temps. À l'époque, l'islam n'existait quasiment pas en France métropolitaine. Les tensions communautaires n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Est-ce que cette loi, elle est encore adaptée au temps que l'on vit ou est-ce qu'elle doit être réformée? Moi, je crois qu'elle est d'abord absolument essentielle à la République aujourd'hui. La laïcité, la loi 1905, c'est à la fois une liberté et une protection. C'est une liberté pour les Français de croire ou de ne pas croire, et c'est une protection pour la République. Et elle est au fondement même de notre devise républicaine. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est l'égalité,
parce que personne ne doit être favorisé ou inquiété en raison de sa foi ou de son absence de foi. Et c'est la fraternité parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble par-delà nos convictions religieuses. Est-ce qu'elle est encore adaptée ? Moi, je crois qu'elle est, cette loi, oui, adaptée, et qu'elle permet, aujourd'hui, elle est le fondement d'ailleurs de beaucoup de mesures et de réformes et de lois qui ont été prises pour défendre la laïcité, notamment à l'école, qui est un sujet, vous le savez, qui m'importe beaucoup. En revanche, je crois que la laïcité est aujourd'hui menacée. Par qui ? Elle est menacée par une ingérence qui veut mettre des lois religieuses au-dessus des lois de la République. Et je parle évidemment ici de l'entrisme islamiste. Elle est menacée par ceux qui cherchent à bousculer le fonctionnement de la République. Je pense notamment à toutes les pressions qui sont mises sur les établissements scolaires, sur le sujet, par exemple, des programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle dans nos établissements scolaires, souvent d'ailleurs sous couvert de religion. Et je crois qu'elle est menacée aussi par, finalement, une perte de compréhension de ce qu'est la laïcité, notamment chez les jeunes générations. Il y a aujourd'hui, moi je me déplace beaucoup dans des établissements scolaires, je l'ai fait en tant que ministre de l'Éducation nationale, je l'ai fait en tant que Premier ministre, on le voit, il y a une difficulté chez les jeunes à comprendre ce qu'est la laïcité. Combien de fois je me suis retrouvé face à des jeunes, pas du tout d'ailleurs forcément croyants, mais qui me disaient finalement la laïcité c'est une loi et c'est une règle qui est contre les religions, qui nuit à la liberté. La liberté, par exemple, de porter un signe religieux dans un établissement scolaire. Et ça, c'est un renversement absolu. Mais alors, qu'est-ce que vous faites face à ça ? Vous dites, une des menaces aujourd'hui contre la laïcité, c'est la question de l'entrisme islamiste. La loi a évolué ces dernières années, une loi contre le séparatisme. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? D'abord, il faut regarder toutes les brèches dans lesquelles ceux qui veulent bousculer les lois de la République, mettre la loi religieuse au-dessus de la loi de la République, toutes les brèches dans lesquelles ils rentrent. Et j'étais ministre de l'Éducation nationale, vous le savez, à l'époque où ça faisait plusieurs années, qu'il y avait un contournement de la loi de 2004 sur l'interdiction des ports de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires, avec ce phénomène du port de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires. J'ai pris une décision très claire, très ferme, pour faire appliquer la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. Le Conseil d'État m'a donné raison à 2 reprises, sur la forme et sur le fond, et aujourd'hui, cette loi est à nouveau appliquée. Il faut continuer. Oui, mais ça d'accord, Gabriel Attal, vous revenez effectivement beaucoup sur une décision que vous avez prise, mais quand on regarde vos prises de position ces derniers mois, celle qui a suscité le plus de débats, c'est le fait de vouloir interdire le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans. Ce qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu cette interview dans Le Parisien hier des 3 responsables religieux. Le grand rabbin de France, Raïm Korsi, a dit comme sur le budget, on assiste au concours Lépine de la proposition la plus farfelue, interdire le voile ou le jeûne avant un certain âge et bientôt quoi, la circoncision avant 16 ans. Le recteur de la mosquée de Paris qui lui parle d'une méconnaissance totale de l'islam. Est-ce que vous n'êtes pas à côté de la plaque quand vous proposez cette mesure quand demain on commémorera les 120 ans de la loi de 1905 ? Mais vous savez, alors d'abord, c'est une mesure que je propose, non pas sur le fondement de la laïcité, mais de la protection de l'enfance. Et le recteur de la mosquée de Paris lui-même, dans une interview il y a quelques mois, a lui-même affirmé que ça n'était pas du tout un précepte de l'islam que d'imposer le voilement à des fillettes. C'est pas pareil, Gabriel Attal, que de dire que le voile pour les fillettes c'est un précepte de l'islam, que de proposer de l'interdire dans l'espace public, ce que vous faites. Oui, mais j'assume de faire cette proposition et de le proposer sur le fondement de la protection des mineurs. Parce que imposer à une fillette, et un rapport qui a été remis au gouvernement a documenté le fait que c'était un phénomène, je cite, coordonné sur l'ensemble du territoire à l'initiative d'une pression wahhabo-salafiste, imposer à des fillettes de 6, 7 ans parfois de porter le voile et donc d'intégrer dès leur enfance qu'elles doivent être soumises à l'homme et qu'elles doivent cacher leur corps parce qu'il est impur. Mais est-ce que ce n'est pas un dévoiement de ce qu'est la laïcité, le fait d'aller dans l'espace public interdire le voile quand vous voyez par exemple que Laurent Wauquiez propose la même chose que vous, alors lui c'est pour les jeunes filles de moins de 16 ans, ça vous pose pas de problème d'avoir les mêmes propositions que Laurent Wauquiez sur les questions de laïcité ? Encore une fois, vous pourriez parler de dévoiement si cette proposition, je la faisais au titre de la laïcité. C'est encore une fois une question de protection de l'enfance avant tout. Imposer à une fillette de 6 ou 7 ans d'intégrer le fait qu'elle est inférieure à l'homme, je considère que c'est un enjeu de protection de l'enfance. Qu'est-ce que vous faites de la tendance du moment ? On assiste à un regain de religiosité, que ce soit chez les jeunes musulmans comme chez les jeunes catholiques. Ça, c'est une réalité du temps présent. Comment vous l'analysez, ça ? Mais moi, je n'ai pas à faire
de faire de remarques ou apporter de jugements sur le fait que des Français décident de croire ou d'exercer une religion. Au contraire, quelle lecture est-ce que vous faites du phénomène ? La laïcité, en tout cas, c'est précisément, et je crois que c'est l'article 1er d'ailleurs de la loi de 1905, c'est la liberté de conscience. Et encore une fois, que des Français, soit croyants, décident d'exercer une religion, c'est certainement pas la laïcité qui va les en empêcher. Au contraire, elle doit leur permettre de le faire dans un cadre serein qui est celui de la République. Et voilà, j'ai pas de jugement à porter. Il y a probablement, peut-être pour certains, une quête de sens dans une société où on voit que tous les repères se bousculent. C'est vrai dans notre pays, mais c'est vrai plus largement à l'international. Gabriel Attal, juste avant de parler politique, et notamment de la question qui agite beaucoup la sphère partisane, à savoir l'union des droites, un mot sur l'audiovisuel public qui fait l'objet d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, c'est la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui sera auditionnée dans un contexte où le Rassemblement national, ses alliés défendent une privatisation de l'audiovisuel public. Est-ce que vous considérez que les questions qui sont posées par cette commission sont légitimes ou est-ce que ces attaques sont excessives ? On entend très fort ceux qui attaquent et qui visent l'audiovisuel public. On n'entend pas beaucoup de voix pour le défendre. Moi, je l'ai toujours défendu, mais ne serait-ce que parce que toutes les grandes démocraties ont un audiovisuel public, parce qu'il permet une pluralité d'informations. Et j'ajouterais d'ailleurs, parce qu'il permet de sortir de la logique mercantile une partie de l'information. Et c'est vrai notamment pour l'information locale. Les Français sont très attachés à l'information locale, qui à travers les réseaux France 3, France Bleu, on a du mal à imaginer un système totalement mercantile, que cette information pourrait continuer à être distribuée partout sur le territoire. Donc je vois bien les choix qui ont été faits par certains groupes d'une commission d'enquête sur le sujet. C'est un droit des groupes politiques que de décider d'une commission d'enquête sur un sujet. Je ne remets pas en cause le droit du groupe d'extrême droite, en l'occurrence, qui a décidé de mettre en place cette commission d'enquête. Moi, j'ai d'autres priorités avec mon groupe. On avait droit à une commission d'enquête aussi. On a décidé de la faire sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes, avec Laure Miller, qui est une très bonne députée de mon groupe, qui a remis un rapport. Et le 19 janvier prochain, on discutera d'une proposition de loi qu'on a déposée pour encadrer les réseaux sociaux chez les mineurs, interdire les réseaux sociaux avant 15 ans, mettre en place un couvre-feu numérique jusqu'à 18 ans. Chacun ses priorités. Et dans mes priorités, évidemment, il y aura toujours la défense d'un audiovisuel public, ce qui ne veut pas dire qu'il est exempt de réformes, d'économies qu'on cherche partout, dans toutes les sphères de l'État et des services publics aujourd'hui, mais vous me trouverez toujours parmi ceux qui défendent l'existence d'un audiovisuel public. Alors nous avons Elisabeth au standard pour amorcer la partie politique de cette interview. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Je tiens simplement juste à préciser que je suis en grande partie d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Attal, et c'est souvent le cas. Voilà, bon, ma question, elle est, est-ce qu'il ne serait pas entendre raison que de penser enfin à faire une sorte d'alliance, disons comme un centre très élargi, qui pourrait aller de l'aile droite du PS, c'est-à-dire pas l'aile LFI, de l'aile droite du PS, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche du Rassemblement national. Et donc, voilà, je pense que la France est dans un tel chaos que ça pourrait être une bonne solution. Et la deuxième question, elle est, notre Constitution de 1958 est quand même grandement vieillissante, même si elle a été efficace, bon, elle a fait son temps. Est-ce qu'il ne serait pas temps de penser à la rafraîchir, à la revoir complètement? Merci, voilà. Merci Elisabeth. Alors, premier point sur une vaste union. Une vaste alliance qui, selon notre auditrice, pourrait aller de l'aile droite du Parti Socialiste jusqu'à l'aile gauche du Rassemblement National. J'imagine que la vôtre est plus restreinte, mais sur la question de avec qui vous travaillez, et on sait qu'il y a notamment cette idée qui agite votre camp, du périmètre d'une éventuelle primaire pour 2027. Certains disant il faut aller carrément de Gérald Darmanin jusqu'à Sarah Knafo. Est-ce que c'est vous le périmètre que vous imaginez ? Moi d'abord, je crois au dépassement politique. C'est plus très à la mode. Beaucoup voudraient nous replonger dans un clivage gauche-droite absolu sur tous les sujets. Moi, je crois que les défis du monde et de la France, on a parlé des questions géopolitiques, on peut parler du dérèglement climatique, du défi absolu de l'intelligence artificielle qui va tout révolutionner dans nos vies, dans le marché du travail et dans notre économie. Je crois que ces défis, ils appellent effectivement à rassembler largement des personnes qui ne viennent pas forcément des mêmes partis politiques, et c'est ce que je continuerai à défendre. Et sur la question de la primaire, j'entends bien ce sujet qui monopolise
symbolise là aussi les discussions politiques en ce moment. Et je pense que la grande priorité, c'est avant tout de travailler sur le fond et sur les projets, parce que poser la question d'une primaire ou d'un espace politique uniquement à travers les personnes ou les étiquettes, des personnes qui parfois pensent pas du tout la même chose sur des sujets pourtant majeurs, ça me semble pas être la bonne solution. Et sur la deuxième... Oui, et on va revenir à la deuxième question dans un instant, mais juste pour rester sur ce point, est-ce que vous avez lu les premiers éléments du journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy ? Pas encore, non. Bon, parce qu'il y a notamment raconté cet échange qu'il a avec Marine Le Pen, qu'il l'appelle pour la remercier du soutien qu'elle lui a apporté. Et il dit deux choses. La première, il dit qu'il n'appellera plus au Front républicain. Et il appelle, concernant la droite, à un rassemblement, je cite, le plus large possible et sans anathème. Comment est-ce que vous jugez cordon sanitaire qui est en train de, semble-t-il, disparaître entre la droite et le Rassemblement national ? D'abord, moi, j'ai pas lu le livre en question, donc je peux pas faire de commentaires sur ce qui est dit. Maintenant, ce que je vois là aussi, avec tout ce débat autour de l'union des droites, c'est une urgence, je pense, pour le parti LR à clarifier son positionnement. On voit bien qu'il y a une forme de bloc qui est en train de se constituer d'une droite radicale, extrême, anti-européenne, assez climato-sceptique. Et je pense qu'on assiste quand même, effectivement, à une forme de renversement ou de changement d'alliance du côté d'une partie, en tout cas des LR, et qu'il y a urgence à clarifier. Ce sont vos alliés. Vous êtes même alliés dans plusieurs communes pour les municipales. C'est pas un peu gênant pour vous ? Il y a une coalition aujourd'hui qui est faite pour permettre au pays d'être gouverné. Moi, j'ai toujours été très clair sur le fait que sur des sujets majeurs, notamment l'Europe, la question climatique, les questions sociétales, je me retrouve pas du tout dans la ligne qui est portée et qui est défendue. Et vous savez, moi, je me souviens, je crois, des derniers mots à l'époque où il était président de Jacques Chirac, oui. Qui disait que tout dans la France, tout dans son histoire, tout dans son esprit, s'oppose aux extrêmes. Mais est-ce que vous leur demandez aujourd'hui une clarification ? Puisque vous avez Laurent Wauquiez qui dit au municipal il faut faire tout sauf la France insoumise, vous avez Bruno Retailleau qui dit hier le Rassemblement national est dans l'arc républicain. Est-ce que, là encore, ce n'est pas rédhibitoire pour un parti, le vôtre, Renaissance, qui fixe la lutte contre l'extrême droite comme une priorité ? Est-ce que vous leur demandez de clarifier ce point, et s'il n'y a pas clarification, de dire eh ben nous, dans ce cas-là, on ne pourra plus travailler avec vous ? Mais je pense qu'il y a urgence, ne serait-ce que pour eux, à clarifier. Quand on accepte de faire tomber toutes les digues et de considérer qu'il n'y a plus de différence entre la droite, en tout cas cette droite-là, et l'extrême droite, d'abord, je pense qu'on renonce à la capacité à rassembler une majorité de Français. Et par ailleurs, encore une fois, moi je vous le dis, de ce point de vue-là, sur ces questions-là, les choses sont très claires me concernant et concernant ma formation politique. Je voudrais venir sur le deuxième point d'Elisabeth, qui est celui de nos institutions et de la Constitution. Je vous disais tout à l'heure, au début de cet entretien, que cette crise budgétaire qu'on vit, elle traduit le fait qu'on a un système, un modèle qui est à bout de souffle, y compris du point de vue institutionnel. Et moi, je travaille avec le parti Renaissance à des propositions très fortes sur la question institutionnelle. On a une 5e République de 1958 qui ne correspond plus à la réalité de la vie politique et des défis aujourd'hui institutionnels. Et donc, il faudra une 5e République de 2028 qui permet à notre pays de fonctionner davantage et de fonctionner mieux du point de vue de sa gouvernance et de sa vie politique. Donc, vous travaillez à la Constitution, vous avez des propositions sur l'école, sur la laïcité. Sur la sécurité, sur la justice, voilà. L'immigration. J'ai présenté 82 mesures sur sécurité, justice, immigration, autorité, justice. Ouais. On a présenté notre programme économique et climatique, parce que nous, on fait les deux ensemble. On ne considère pas comme certains qu'il faut sacrifier le climat pour l'économie ou qu'il faut sacrifier l'économie pour le climat. Donc c'est un programme de candidat à la prochaine présidentielle ? En tout cas, c'est un programme pour le pays en 2027, mais c'est ma responsabilité, je suis chef de parti politique. Donc évidemment que mon rôle, c'est à la fois de participer au débat politique du moment, à l'Assemblée nationale, de faire en sorte que notre pays puisse avoir un budget, qu'il puisse être gouverné, mais c'est aussi de préparer les échéances à venir, qu'elles soient municipales ou nationales, en tant que chef de parti. Et en tant que futur candidat à l'élection présidentielle, pourquoi faire des circonvolutions, ne pas répondre à la question ? Vous êtes jeune, je crois que vous avez 36 ans, c'est ça ? Vous en aurez 38 en 2027. Est-ce que c'est pas de la vieille politique que de ne pas vouloir dire clairement, comme le fait d'ailleurs Édouard Philippe, bah oui, je me prépare à être candidat à l'élection présidentielle ? Moi, aujourd'hui, je vois beaucoup de candidats sans projet. Moi, je veux que notre projet ait un candidat. Et donc, c'est vrai que le choix que je fais, c'est de travailler d'abord sur le projet qu'on va présenter aux Français,
plutôt que de commencer par avancer une candidature sur un simple nom qui me semble pas tout à fait à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle ? Ça, on verra. Je vais vous dire, déjà, aujourd'hui, la situation actuelle, je crois, empêche qu'on mette en haut de notre agenda et de nos priorités la question de l'élection présidentielle, puisque je pense que les Français qui nous écoutent, ils voient bien qu'on est fin 2025, que l'élection présidentielle, elle est en 2027, donc presque 18 mois, et que l'enjeu, c'est d'abord qu'on fasse de ces mois qui viennent des mois qui ne soient pas totalement gâchés pour le pays et pour leur quotidien. Et ensuite, il y a un temps pour tout, et on viendra à ce temps-là. Moi, ce qui me désole un peu dans les débats actuels, c'est que je trouve qu'il y a une pente qui est prise par beaucoup de partis politiques qui donnent le sentiment, et c'est ce qu'il y a aussi derrière ces débats sur les primaires, que l'enjeu central de l'élection de 2027, c'est d'être contre le Rassemblement national, ou de battre le Rassemblement national. Pour moi, l'élection de 2027, ça ne doit pas être une élection d'exclusion, ça doit être une élection d'adhésion. Si on veut convaincre une majorité de Français, il ne faut pas être uniquement une offre politique contre les extrêmes. C'est important d'être contre les extrêmes, mais ça ne fait pas un projet politique. Moi, ce à quoi je travaille avec Renaissance, c'est un projet de rupture et d'espoir, un projet d'adhésion qui montre aux Français qu'il y a un autre chemin possible que celui qui est proposé par les extrêmes. Et vous parlez quand même comme un candidat à l'élection présidentielle. Un tout dernier mot, Gabriel Attal, qui reprend ce qu'on évoquait au tout début de ce grand entretien. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, vient d'annoncer qu'il plaide pour un vote pour que les socialistes votent le budget de la sécurité sociale demain. Est-ce que vous le félicitez de ce sens des responsabilités, le fait que le Parti socialiste vote ce budget de la sécurité sociale demain ? Vous avez Olivier Faure, le responsable d'un des principaux partis de l'opposition, qui vous annonce qu'il va voter pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale demain. Et vous avez moi-même, président du premier groupe de la majorité à l'Assemblée, qui vous annonce que ces députés voteront pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça me semble quand même montrer que le travail qui a eu lieu ces dernières semaines et ces derniers mois, qui encore une fois n'est pas parfait, ça j'en suis totalement conscient. Je vous l'ai dit, il y a des mesures avec lesquelles on n'est pas d'accord, et globalement, c'est pas un budget qui règle grand-chose. Mais ça montre que ce travail a permis au moins de dégager cette forme de compromis. Et maintenant, évidemment, il faut avancer et que ce budget puisse être adopté. Et vous dites à Édouard Philippe et à Laurent Wauquiez de prendre exemple sur Olivier Faure ? Moi, je suis pas là pour faire la leçon aux autres. J'aime pas quand des patrons d'autres partis ou d'autres groupes viennent faire la leçon, me faire la leçon ou faire la leçon à mes députés. Encore une fois, chacun fait ses choix. Il y a des choix que je partage pas. Il y a des remarques que je peux entendre, encore une fois, et parfois même que je peux partager. J'étais le premier à vous dire ce matin que ce budget ne réglait pas de grands choix politiques, qu'il y a un déficit qui est très important, et qu'il n'y a pas de vrais choix politiques derrière ou d'économie très forte derrière. Pour autant, je ne considère pas que ça justifie d'y faire obstacle demain et qu'on se retrouve pendant des mois et des mois sans budget à discuter du budget. On a bien compris votre position, qu'on en finisse avec le budget. Merci Gabriel Attal, patron des députés Ensemble pour la République et secrétaire général de Renaissance. Merci à vous et bonne journée. Au micro d'Inter ce matin.